France 24, LCP, Public Sénat, présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, où les eurodéputés observent avec attention depuis des semaines les prix de l'énergie fluctuer depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump et les Iraniens ont conclu un cessez-le-feu. Une question se pose, les Européens vont-ils sortir du spectre d'un choc pétrolier et gazier majeur à l'avenir ? En effet, l'Union européenne dépend toujours des importations pour 55% de sa consommation énergétique. Les 27 cherchent à être plus indépendants, notamment du pétrole et du gaz russe depuis la guerre en Ukraine, même si certains pays, comme la Hongrie, la Slovaquie, s'alimentent toujours de pétrole depuis Moscou. Parmi les pistes d'indépendance, il faut bien sûr citer les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire, qui font débat entre les 27. Chaque État membre défend en effet son modèle énergétique idéal. Alors pour parler de ces énergies européennes, 3 invités cette semaine. Isabelle Le Callennec, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe du Parti populaire européen au centre droit de cet hémicycle européen. Nous accueillons également Christophe Grudler, bonjour. Bonjour. Eurodéputé français, membre du groupe centriste Renew. Et bonjour à vous, Marc Botenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge et membre du groupe La Gauche au Parlement européen. Monsieur Grudler, alors il y a cessez-le-feu de Donald Trump jusqu'à nouvel ordre. Le détroit d'Ormuz est en voie de réouverture. Est-ce qu'il faut s'engager militairement en tant qu'Européens dans ce détroit d'Ormuz instable pour assurer notre sécurité énergétique ? Donald Trump a l'air de penser qu'il faut assurer militairement notre sécurité énergétique. Depuis qu'il s'est engagé militairement au détroit d'Ormuz, le détroit est fermé, alors qu'il était ouvert avant. Donc c'est déjà une ambiguïté à traiter. Mais en fait, je pense que les Européens, ils doivent arrêter de regarder le détroit d'Ormuz. L'avenir énergétique de l'Europe, il n'est pas là-bas. Il est clairement en Europe. Et ces lois, on doit vraiment faire un focus pour produire davantage en Europe, pour électrifier davantage en Europe, pour développer les renouvelables et le nucléaire. Vous êtes d'accord, Marc Botenga, il faut arrêter de regarder vers le Moyen-Orient. Mais pourtant, on a vu que cette guerre en Iran a considérablement fragilisé le marché énergétique européen et l'Union européenne est restée spectatrice. Forcément, je veux dire, il n'y avait pas de secret. Les Iraniens disaient depuis des années, des décennies, si vous nous attaquez, nous fermons le détroit d'Ormuz. C'était très clair, il y a une grosse partie du pétrole, du gaz qui passe par là-bas pour les marchés mondiaux, donc ça allait avoir un impact sur la guerre. On entend dire Donald Trump maintenant de manière joyeuse, j'ai ouvert le détroit, mais ce détroit il était ouvert avant qu'il n'attaque l'Iran. Ce qui m'a un peu choqué, interpellé, c'est que l'Union européenne n'ait pas dit à Donald Trump ou les États-Unis, qui sont quand même le meilleur allié, mais ne faites pas ça. Je veux dire, arrêtez, cette guerre-là, elle est illégale et en plus, elle nous fait du mal immédiatement à nos consommateurs. Alors les Européens n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été consultés, mais après, vous avez un rôle à jouer. La Chine a joué un rôle, le Pakistan a joué un rôle. Où sont les Européens? Tandis que c'est effectivement nos intérêts, parce que je suis d'accord qu'il faut aujourd'hui dire, voilà, nous devons produire davantage en Europe, on doit investir massivement dans les énergies en Europe, mais en parallèle, nous savons que nous dépendons encore énormément du gaz et du pétrole importé et des prix sur les marchés mondiaux. D'ailleurs, Madame Le Callennec, avec la guerre au Moyen-Orient, plus que les autres, les Européens ont subi cette flambée des prix des hydrocarbures. Eh bien, quelles leçons vous tirez de cette crise énergétique ? Qu'il faut diversifier nos approvisionnements et effectivement être moins dépendants. Comme vous le dites, cette crise a eu un impact majeur sur un grand nombre d'activités. Donc aujourd'hui, c'est l'économie qui est fragilisée, l'économie européenne. Je pense en particulier au secteur des transports. Je suis membre de la commission de la pêche. Je pense aux agriculteurs. Je pense aussi aux personnes qui prennent leur automobile pour aller travailler. Tout ce qui est service à la personne. On a vu dans les différents États membres l'impact immédiat de cette crise et du renchérissement du prix du carburant. Et on a vu là aussi des attitudes assez différentes d'un État membre à l'autre pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire à la fois sur le court terme, parce qu'il faut réagir sur le court terme, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. C'est ça, Christophe Grudler. Il y a eu toute une myriade de réactions de la part des États membres européens, pas d'unité finalement dans la réponse européenne à cette crise énergétique. Et cette diversité, ça fait aussi notre fragilité. Clairement. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe n'est pas capable de se faire entendre face à Donald Trump.
On a peur, on baisse la tête, comme on l'a fait avec l'accord US-UE, par exemple. Donc on n'ose pas y aller. Et donc dans ces conditions-là, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Alors Sur que la l'énergie, force on devrait a- être celle de la loi et pas la loi de la force. Sur l'énergie, on a aussi entendu la Commission européenne finalement dire bon, consommer moins de pétrole, voilà, c'est logique, mais pas de mesures supplémentaires. Ben, écoutez, moi j'ai demandé avec mon groupe qu'on réactive Aggregate EU, par exemple, qui va permettre d'acheter ensemble du gaz, sur le court terme évidemment, hein, mais de lutter contre la spéculation en ayant des achats en commun. J'attends encore que ça se réalise pour de bon. Il y a un certain nombre d'outils comme ça qu'on peut prendre sur le court terme pour aider nos concitoyens et pour être sûr aussi, parce qu'il n'y a pas que le prix, il faut aussi que la matière soit accessible. Si demain on a des prix pas chers mais qu'on n'a pas d'énergie, l'Europe, elle est à l'arrêt. On ne chope plus les Européens, on ne les éclaire plus et on n'a plus d'industrie. On Donc, a manqué il faut- de clairvoyance quand même. Il y a 40 ans, on était finalement dans l'importation pour notre consommation à 44%. Aujourd'hui, on est à 55%. On a augmenté notre dépendance aux hydrocarbures extérieurs. Et on est les seuls au monde à avoir une économie qui dépend à 55% de l'extérieur au niveau de l'énergie. Donc on se met en danger de mort avec ça. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument passer déjà en dessous des 50% avec ce développement d'énergie renouvelable, du nucléaire, de production énergétique européenne. On a encore des réserves dans l'hydraulique, par exemple. Donc il y a des possibilités de mieux utiliser notre énergie en européen et d'arrêter de dépendre des autres. On ne va pas quitter le gaz russe pour dépendre du gaz américain. Donc il faut qu'on soit en européen, en autonomie stratégique énergétique. Parlons-en du gaz russe, justement. Et oui, car dans cette flambée des prix du carburant à cause du Moyen-Orient, on a entendu Donald Trump, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, finalement, faire l'apologie du pétrole et du gaz russe pour contrôler le marché, contrôler les prix. Est-ce qu'il aurait fallu lever les sanctions sur la Russie ? Mais le problème, c'est au moment où on prend ces sanctions en 2022-2023, en fait, on n'a pas une réflexion sur l'autonomie européenne en matière énergétique parce que, on entend Mme van der Leyen dire nous serons indépendants du gaz russe. Oui, mais en même temps, on augmente la dépendance vis-à-vis, par exemple, le LNG américain. On importe toujours via d'autres acteurs aussi du gaz. Ouais. Et donc, on se trouve dans une situation où il n'y a pas de cette réflexion en disant on doit vraiment mettre le paquet massivement sur les énergies renouvelables de manière publique. Donc ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous ne prenez pas ces mesures, à un certain moment, vous dites on n'importe plus de la Russie, vous n'arrivez plus à importer du Moyen-Orient, à un certain moment, vous allez chercher où vos gaz, votre pétrole. Et troisièmement... Chez Donald Trump ? Dans les faits, ça a été ça. Et donc Donald Trump, les États-Unis en profitent évidemment à ce moment-là. Quand les LNG, quand nous on est donc pour ce gaz naturel liquéfié, on est dépendant des États-Unis, on augmente notre dépendance. Les États-Unis peuvent se dire soit on augmente les prix, soit on envoie ces bateaux ailleurs. Parce que c'est évidemment autre chose d'avoir un gazoduc ou un pipeline que d'avoir un navire qui vous amène les gaz. Donc ça nous met dans une situation extrêmement précaire. Et je ne vois pas aujourd'hui, et c'était déjà la critique en 2022-2023, quand on a eu cette crise qui était due au fait qu'on s'était coupé en grande partie du gaz russe, je ne voyais pas à l'époque cette urgence au sein de la Commission européenne. Pour des sanctions contre la Russie. Mais à l'exception de deux pays quand même, précisons-le, Madame Le Callennec, qui s'en vantent d'ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico, qui carburent toujours au gaz russe et au pétrole pas cher. La majorité des Européens sont sortis du pétrole russe et disent qu'ils vont arrêter de s'approvisionner en gaz russe en 2027. Est-ce que l'objectif est tenable dans un marché si incertain? Oui, moi je pense qu'il faut tenir cette ligne pour les raisons que l'on sait avec la guerre en Ukraine. La difficulté que nous avons en Europe, en fait, c'est que nous avons des systèmes et des mix énergétiques qui sont très différents les uns des autres. Chez nous, en France, la part du nucléaire est très importante. Ce n'est pas le cas partout. On parlait des États-Unis, mais on s'approvisionne aussi beaucoup en Norvège, avec lesquels on a des relations abouties. Et donc, mix énergétique différent et également des situations économiques et financières par État membre qui sont très différentes. On l'a vu au moment de gérer la crise. La France en particulier n'a plus aujourd'hui la capacité de faire des chèques, de diminuer ses taxes. Et c'est ça, moi, qui me inquiète le plus. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette crise de l'énergie, où on se rend compte que l'énergie est finalement un carburant pour notre économie, il faut que dans nos différents États membres, on en ait conscience, que effectivement,
effectivement, on travaille à la production et à la préférence européenne, et chez nous, en France en particulier, qu'on soutienne la production, l'emploi. Qu'est-ce qui va se passer là? L'inflation va de nouveau augmenter. Le chômage va de nouveau augmenter dans nos différents pays européens. Donc la crise doit vraiment être, comme souvent, une prise de conscience avec, en général, des annonces qui ne sont pas forcément suivies des faits. Vous êtes favorable à un grand plan, je vous le demande à tous, de sortie de notre dépendance extérieure, tout simplement, avec des non-démocraties, on va dire. C'est un objectif qui a été fixé déjà depuis quelques années. On devrait se poser la question de savoir pourquoi on n'y est toujours pas. Non, parce que le problème, c'est qu'on est dans le dogme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame von der Leyen, elle dit on ne dépend plus du gaz russe, donc on arrête le gaz russe. Oui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme alternative? L'alternative aurait pu être le nucléaire. Elle-même a reconnu au sommet mondial du nucléaire de Paris qu'elle avait fait une erreur en bloquant le nucléaire depuis toutes ces années. Alors que c'était un élément aussi d'indépendance. Donc maintenant, la question, c'est comment elle va faire pour financer les dégâts de cette erreur, pour justement trouver un nouvel élan. Alors que ça peut être le nucléaire, ça peut être l'hydraulique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réserves hydrauliques également en Europe. Sur les renouvelables, il y a aussi des réserves, et passer en dessous de ces 50% de dépendance. Alors, et là, il y aura un avenir pour tous nos concitoyens. C'est la question de quelle énergie, finalement, investir. Il y a la question des renouvelables. Mais les renouvelables, certaines personnes, comme M. Grudler, vous direz, l'éolien, le solaire, on dépend beaucoup encore de la Chine. Il y a l'hydraulique, en effet, est très européen. Là, on peut le produire. Est-ce qu'on doit se fixer des objectifs ambitieux en matière de renouvelables, des objectifs fixes, verrouillés, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, ce qu'on n'a pas été oui, évidemment, mais il faut se donner les moyens aussi. Un des problèmes a été qu'on a laissé ça au marché. Donc on a dit on va encourager les entreprises, on va leur donner... les entreprises font des profits. Si avec l'arrière on fait des surprofits, ça c'est pas le souci. Le problème, c'est qu'on a laissé au marché. Et une entreprise, où est-ce qu'elle va investir? Là où il y a un rendement à court terme le plus intéressant. Et souvent, c'est rester les fossiles. Donc nous, si on dit on veut vraiment faire cette transition rapidement, il faut investir publiquement. Il faut dire, voilà, nous avons des objectifs et on va se donner les moyens pour le faire. On ne va pas laisser ça au marché parce qu'on n'y arrivera pas. Et on le voit bien, quand on regarde l'évolution, notre dépendance a augmenté. On a réformé le marché européen de l'électricité. Oui. Et on est sorti de ce marché spot, puisque maintenant, on autorise les contrats de long terme, les CFD, les PPA, qui vont permettre en fait de se libérer du marché libéral du quotidien. Donc, en fait, il y a quand même une garantie qu'on a d'abord abolie. Grâce au travail du Parlement européen, l'Europe a d'abord aboli. On a une réforme positive du marché les contrats à long terme, c'était mauvais. Ça empêchait. Donc d'abord, ils abolissent, maintenant ils se disent on a commis. Et maintenant, on les a mis. C'est notamment la Commission de l'industrie qui a travaillé dans cet esprit-là pour qu'il y ait des contrats de long terme qui permettent de ne pas dépendre du marché. Isabelle Le Callennec, est-ce que l'Union européenne, finalement, sort depuis quelques années assez vite de cette économie carbonée quand on voit que la droite européenne, donc votre famille politique, parfois s'allie avec l'extrême droite au Parlement européen pour ralentir l'application du pacte vert, ralentir la transition vers le véhicule électrique, vers les énergies renouvelables? Est-ce que finalement ça ne cultive pas notre dépendance au carbone? Non, les objectifs ont été rappelés, ils doivent être maintenus. Maintenant, ce qu'on demande, nous, au sein du PPE, c'est de donner le temps et les moyens aux entreprises de s'adapter. Parce qu'elles évoluent dans une concurrence mondiale, avec notamment la Chine et les États-Unis. Et effectivement, les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont très ambitieux, ont une répercussion sur les coûts. On parlait à l'instant des énergies renouvelables ou du nucléaire. Les énergies renouvelables, ça a un coût dans la plupart de nos États membres. Elles sont largement subventionnées. Aujourd'hui, on a cette capacité à décarboner l'industrie. C'est une priorité des priorités, et ça, je pense que ça peut être largement partagé. Il faut juste donner du temps au temps et accepter on va dire des objectifs et des jalons, comme on le dit ici, qui soient raisonnables, responsables et soutenables pour les entreprises. Donc l'objectif est toujours là, puisque chacun connaît l'état, je dirais, de la planète et du dérèglement climatique. Donc ces objectifs de baisse à gaz à effet de serre, il faut les maintenir. Par contre, il y a des entreprises, en effet, qui font des profits. Et ces entreprises-là, demandez-leur, discutez avec elles, elles réinvestissent dans la décarbonation. Parce que si on continue à taxer et retaxer les entreprises qui, elles, peuvent faire des efforts et réinvestir dans la décarbonation, vous connaissez le pourcentage de réinvestissement des profits sur les dernières 10 années? Je pense qu'il faut absolument un équilibre. Non, vous connaissez trouver le pourcentage? Un équilibre. C'est un minimum, hein. C'est un minimum qu'ils réinvestissent. Et justement, parce que quand vous regardez ce qui est donné dans les dividendes
ou au rachat d'actions, c'est énorme dans ces entreprises multinationales minimum, mais sur des énergétiques. masses d'argent qui sont très Et deuxièmement, elles ne importantes. sont pas surtaxées, elles font des surprofits. Et effectivement, si vous ne voulez pas faire ça, c'est très clair. Vous voulez laisser le marché, et donc il n'y aura pas de renouvelables. C'est pour ça que votre groupe est toujours sur le frein. Et après, on est dépendant des fossiles. Le Deuxièmement, la PPE n'est pas compétitivité de nos contre les entreprises. énergies renouvelables, quelles qu'elles soient À chaque d'ailleurs. fois qu'il faut voter, vous mettez le frein. Ça, c'est vous qui le Oui, dites. mais c'est J'ai exactement dit ça ce qui l'objectif se passe. est resté le même. Non, oui, mais les Et donc, objectifs, on mais se vous ne mettez donne pas du les moyens. temps. Ah. Et après, 5 ans, 10 ans après, vous venez pleurer, vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. Parce que vous avez saboté. Parce que c'est ça Écoutez, votre rôle ici dans ce le mandat Parlement. précédent, il me semble que le Green Deal est allé Oui. quand même très très loin. Et aujourd'hui, pourquoi on revient? Comment très, Parce très loin? Les qu'on n'est entreprises- plus alors, compétitif. c'est très clair, Et mais la donc l'objectif compétitivité, je de veux ce quand même- mandat, Est-ce que c'est de je peux restaurer la deux secondes compétitivité démasquer de cette affaire de la nos compétitivité. économies européennes. C'est quoi? C'est le coût de l'énergie qui aujourd'hui sape pour beaucoup d'entreprises la compétitivité. OK? Aujourd'hui, la c'est quoi main-d'œuvre. les énergies les plus chères? Non, on n'a pas la main-d'œuvre. Le BASF, la pétrochimie, vous allez regarder la main-d'œuvre, le coût il est minimal là-dedans. Chez nous, par exemple, au port d'Anvers, c'est genre 8%. 8% la main-d'œuvre. Et les coûts de l'énergie, c'est ça ce qui explose. C'est ça ce qui sape la compétitivité. Pour s'y prendre, il faut investir massivement dans la transition. Il ne faut pas saboter ça parce qu'aujourd'hui, c'est les gaz et le pétrole qui explosent. Alors, On parlait du nucléaire et je on va pense donner que vous la êtes parole à contre le nucléaire. Le Christophe nucléaire Baudelaire. est une énergie totalement On va décarbonée. donner la parole Est-ce à que vous êtes Christophe d'accord avec Baudelaire. ça? Oui. Le Dites-moi. nucléaire Elle est est pas peu une chère. énergie Elle est pas peu décarbonée. chère. Ah ben, Elle elle est est pas- moins chère Ah que ben non, l'éolien non, non, offshore. non. On va- Le prix de rachat de Isabelle l'éolien Lecaillec, offshore, on on va pourra donner en la parole à parler. notre collègue Christophe Baudelaire pour conclure. L'indépendance énergétique, c'est pour tout de suite? Alors, c'est pour demain matin. C'est pas pour après-demain, c'est pour demain matin. Je veux dire, et l'Europe n'a jamais été aussi forte que dans les crises. Quand il y a une crise, il y a une prise de conscience. On l'a vu pour la défense, quand il y a eu l'agression russe en Ukraine. On le voit maintenant pour l'énergie. Il y a une crise énergétique et c'est l'occasion pour les Européens de se dire oui, il faut s'organiser en Européens pour que demain il y ait des renouvelables, il y ait du nucléaire, il y ait de l'énergie décarbonée qui nous permettent de ne pas dépendre des autres. Merci à vous d'avoir été sur ce débat très vif et très pertinent. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.